et il est dédié au métier d'artisanat d'art. Alors vous allez voir, c'est quelque chose qu'on va expliquer, hein. Nous, on a appelé le webinaire les métiers de l'artisanat d'art en Normandie, mais on m'a dit bah, c'est plutôt la filière art. Donc voilà, tout ça va vous être expliqué, quelle est la nuance entre les deux. Donc c'est un temps qu'on vous propose pour vous informer évidemment sur la filière, sur ses métiers, ses formations, quelques chiffres clés. Et puis c'est un temps aussi où vous allez découvrir des témoignages d'acteurs de la filière. L'objectif, c'est vraiment que vous soyez bien outillés pour orienter au mieux vos publics vers cette belle filière, qui est une filière d'excellence d'ailleurs en Normandie. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui dans cette belle mission, Philippe Hugo de la région Normandie. Bonjour Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alexandra. Christine Breton, bonjour. Bonjour à tous. Également avec nous, Aurélie Jeunesse-Lecoeur. Bonjour à tous. Nathalie Lemierre également. Bonjour à tous. Catherine Coquel, bonjour Catherine. Bonjour. Mylène Capron, bonjour Mylène. Bonjour. Alors, Héloïse Maillot n'est pas encore arrivée, elle va nous rejoindre plus tard. Christophe Tic, est-ce que Christophe, vous êtes là? Je ne suis pas sûre, je ne l'ai pas vu. Mais il va nous rejoindre, je pense, tout à l'heure. Et donc moi-même, qui suis chargée d'ingénierie de projet à l'Agence de l'orientation, eh bien, sans plus attendre, je propose à Philippe Hugo, pardon, d'introduire le propos, si vous le voulez bien, Philippe. Merci Alexandra. Donc Philippe Hugo, je suis à la région Normandie, à la mission Stratégie, Prospective, Intelligence économique. Et je vais vous présenter rapidement la stratégie régionale en faveur des métiers d'art en Normandie. Mais avant cela, je vais répondre à une question essentielle. Pourquoi est-il important qu'une région comme la nôtre soutienne les métiers d'art? Alors je dirais d'abord parce que ces métiers constituent un levier puissant d'attractivité territoriale. Ensuite, il s'agit d'emplois par nature non délocalisables, ancrés dans les territoires. Il relève également d'une économie de la valeur et non du volume, avec la création d'œuvres uniques, souvent positionnées sur des marchés haut de gamme, y compris à l'export. Ensuite, les métiers d'art représentent aussi un patrimoine vivant, intimement lié à l'histoire et à la culture de la Normandie, de nos territoires. Ils apportent par ailleurs des réponses concrètes aux enjeux de la transition écologique en valorisant les savoir-faire, la durabilité, la production locale, l'économie circulaire. Et c'est une filière qui conjugue tradition et innovation. Enfin, elle constitue un véritable levier d'insertion et de reconversion professionnelle. Alors, dès 2019, répondant à une volonté politique, la région Normandie, en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie, a souhaité structurer une dynamique, une stratégie dédiée aux métiers d'art à partir d'un état des lieux, un état des forces qui a été fait. Et fruit de cette collaboration, a été mis en place une gouvernance souple incarnée par le comité métiers d'art Normandie. C'est une structure sans statut juridique, mais ce comité constitue un lieu d'échange et de concertation, de définition et de mise en cohérence des actions, de suivi et d'évaluation des travaux engagés. Alors, dans la slide suivante, vous verrez effectivement la composition du comité métiers d'art aujourd'hui, qui regroupe 15 structures représentatives du secteur. On y retrouve à la fois des têtes de réseau représentant les professionnels de ce secteur, parfois par matière, mais aussi des territoires impliqués dans les métiers d'art. Il y a 5 territoires impliqués dans les métiers d'art et des structures spécialisées, voire de formation. On a le pôle céramique Normandie, par exemple. Et outre la coordination des actions, l'idée, c'est vraiment de croiser les regards et d'avoir une vision partagée du secteur. Sur la slide suivante, effectivement, les métiers d'art font face à plusieurs défis. Plusieurs enjeux structurants guident la stratégie régionale. On peut les citer, la connaissance, la diffusion, la promotion des métiers d'art, la mise en réseau des acteurs, parce qu'effectivement, les métiers d'art sont souvent isolés, donc ce qui est important, c'est de fédérer et d'échanger. L'accompagnement des professionnels à chaque étape de leur développement, l'attractivité des métiers, la transmission des savoir-faire et leur reconnaissance, c'est le sujet aussi d'aujourd'hui, la structuration de la filière, pour accéder à de nouveaux marchés nationaux ou internationaux, et aussi la question de l'innovation alliée à la tradition, les transitions numériques, écologiques, et l'émergence de nouveaux modèles économiques.
La slide suivante. Voilà. Le 25 mars 2024, la région Normandie a adopté une feuille de route jusqu'en 2027 avec 4 objectifs. Je n'y reviendrai pas, mais si vous voulez des détails, pas de souci, je peux répondre aux questions. Ancrer les métiers d'art au cœur des territoires, développer et transmettre ces savoir-faire, renforcer les dispositifs de soutien et amplifier la présence de ces métiers d'art normands à l'international. Et donc, les principales actions conduites en lien avec la CMA Normandie depuis 2019, j'en citerai quelques-unes, hein, il y en a beaucoup d'autres. Donc, la structuration de ce réseau, la mise en œuvre d'un portail régional, Internet régional que je vous incite à aller consulter avec des actualités et puis effectivement avec aussi bon nombre d'informations sur ces métiers d'art. Le référencement, et vous le verrez dans ce site Internet, de près de 800 professionnels et aussi des événements phares hein, qui mobilisent chaque année près de 500 professionnels. La création en 2022 d'un salon régional structurant Inspiration Normandie, qui avait lieu d'ailleurs le dernier week-end à l'abbaye aux Dames à Caen. Aussi un espace dédié au métier d'art au Féno, avec une quinzaine d'entreprises métiers d'art. Je sais pas, mon domaine n'est pas authentifié à Normandie. Je pense qu'il y a... Alors, je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît, au maximum pour ne pas faire trop d'interférences. Merci. Donc, au Féno, qui aura lieu notamment à Caen à l'automne prochain, donc un espace dédié au métier d'art, et aussi des multiples actions, telles celles d'aujourd'hui, avec l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, hein, les matinées de l'info, webinaires comme celui-ci, des journées, stages dating, découverte des métiers d'art, promotion aussi de la plateforme Destination Métiers. Et aussi l'accompagnement des entreprises en mobilisant tous les outils économiques régionaux et aussi des actions spécifiques autour des métiers d'art du patrimoine que nous engageons depuis le début de l'année. Voilà, quelques Alexandra, logos je me permets, on a eu un message comme quoi il n'y avait pas de présentation à l'écran. Est-ce que c'est le cas Oui, de... j'ai vu. C'est la question que j'avais posée. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Moi, de mon côté, je vois très bien la présentation. Est-ce que vous la voyez également? C'est OK pour moi aussi. Je la vois aussi parfaitement. Ok, donc je pense que peut-être Marie-France, c'est une question de se reconnecter, déconnecter, reconnecter peut-être. Merci. Voilà, j'en ai presque terminé. C'est quelques logos des événements métiers d'art que la région soutient. Hein. Voilà, le Salon du Verre, Inspiration Normandie, le Salon Festivar dans l'ex-Haute-Normandie, le Salon de la céramique à Lillebonne, et puis bien sûr l'EGEMA, qui est le gros événement fédérateur annuel. Et j'en ai terminé. Je passe avec la dernière slide de remerciements. Ah oui, c'est vrai, je vais la passer quand même. Merci beaucoup. Merci. Pour les questions, vous n'hésitez pas à faire exactement ce que vient de faire Marie-France, c'est-à-dire à indiquer sa question dans le chat et on y répondra au fur et à mesure. Et puis, si jamais vous avez une question qui peut intéresser tout le monde, n'hésitez pas à lever la main également pour qu'on puisse partager à la fin de chaque présentation, peut-être, voilà, prendre une question. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, on a voulu évidemment vous proposer une définition un peu plus précise hein, des métiers d'art, et puis avec notamment cette nuance que j'ai évoquée tout à l'heure entre l'artisanat et l'art, pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Et donc là, je vais faire appel à Christine Breton. Oui, merci Alexandra. Donc, rebonjour à tous. Donc, moi, je suis Christine Breton. Je suis effectivement chargée de projet métiers d'art, excellence artisanale et export, donc à la CMA Normandie. Donc, Philippe évoquait le partenariat que nous avons donc avec la région et la CMA. Et donc, je travaille avec Philippe régulièrement au quotidien sur cette action depuis maintenant 2019. Donc, dans la continuité de ce que Philippe Hugo vous expliquait, voilà, vous dire en introduction, et mon propos, c'est vraiment d'essayer de définir un peu plus de quoi parle-t-on quand on parle métier d'art, qu'est-ce que cela traduit. Alors d'abord, vous dire que les métiers d'art sont effectivement une vitrine de l'artisanat. Dans le secteur de l'artisanat, dans ce qu'on appelle le secteur des métiers, on a 4 grands domaines d'activité, le bâtiment, la production, les services et le secteur des alimentaires. À l'exception de ce dernier secteur hein, des alimentaires, vous retrouvez l'exercice des métiers d'art dans les 3 grands autres domaines d'activité que je citais. L'État et les CMA ont effectivement une volonté affichée, partagée, de travailler, d'accompagner, de permettre le développement des entreprises, de valoriser le secteur des métiers d'art. J'y reviendrai tout à l'heure avec juste un petit chiffre. Mais effectivement, le secteur des métiers d'art est fortement représenté dans le secteur de l'artisanat. Alors, ces professionnels, Philippe l'a dit en introduction, hein, ce sont des acteurs de proximité. Ils contribuent effectivement à la dynamique, à la valorisation d'un territoire.
notamment sur le volet culturel, sur le volet touristique, sur le volet économique. Pour aller un petit peu plus dans le détail sur la question effectivement de quoi parle-t-on et de qui parle-t-on quand on parle métier d'art, je pense, Alexandra, tu peux s'il te plaît passer, voilà. Donc en 2014, il y a une loi, la loi Pinel, qui a permis de donner une définition, une reconnaissance économique au secteur des métiers d'art. Donc on y trouve dans cet article 22 une définition qui en quelques mots dit les métiers d'art se traduisent par la notion et l'exercice d'une activité économique. Donc derrière ce terme, on entend une reconnaissance juridique, une identité juridique, pour faire encore plus précis, un numéro de sirène, en quelque sorte, c'est-à-dire une activité économiquement identifiée. Ce sont des activités qui sont exercées à titre principal ou à titre secondaire et qui se caractérisent par la notion de production, de fabrication, de création, de transformation, de réparation. Dans cette définition, il y a effectivement 4 caractéristiques importantes à prendre en compte. La notion du geste, donc dans la définition de l'exercice d'un métier d'art, on caractérise la notion de geste, de technique, de savoir-faire qui s'acquiert par le temps, la formation, l'expérience. On a surtout un élément important qui est la notion de transformation de la matière. Lorsqu'on parle métier d'art, on parle de professionnels qui, pour la plupart, partent d'une matière brute pour la transformer, fabriquer, créer, réparer, etc. Mais on part d'une matière, vous verrez tout à l'heure sur la slide, ça se traduira encore plus, notamment dans la notion des domaines des métiers d'art. Encore une fois, dans la définition, on a un onglet, une spécificité liée à l'apport artistique nécessaire pour caractériser la notion de métier d'art. Alors, vous me direz, l'apport artistique, c'est toujours extrêmement subjectif, mais il n'empêche que ça se traduit dans cette définition. Et puis, on a la notion de durabilité. Les professionnels qui exercent un métier d'art créent, fabriquent, pour parler simplement, des objets, des créations qui vont durer dans le temps. Indirectement, cela traduit finalement et cela élimine, entre guillemets, une partie d'autres activités. Je parlais tout à l'heure du secteur de l'artisanat et je parlais du secteur de l'alimentaire, les produits qui ne durent pas dans le temps, qui se consomment, qui se perdent, entre guillemets, ne font pas partie de la liste des métiers d'art. Et puis, on parle aussi de création plutôt unique ou petite série. À cette définition, je n'ai pas tout à fait terminé, excuse-moi Alexandra, je vais encore rester sur cette slide, je t'en prie. À cette définition, en 2014 que j'évoquais, donc cette loi Pinel, en décembre 2015, un arrêté a listé donc 281 métiers d'art. Plus exactement, on parle de 198 métiers et 83 spécialités. Pour faire très simple, vous avez des métiers comme par exemple le métier de couvreur, la couverture, c'est un métier de couvreur avec les technicités et les 4 sujets que j'ai évoqués avant, peut être reconnu métier d'art. Et dans la notion de couverture, vous avez des spécialistes, vous avez le chaumier, représenté chez nous en région, qui va faire des toits de chaume, mais vous avez le lausier, qui est une spécificité d'une autre région française, etc. Donc, il y a des métiers d'art et des spécialités. Ces 281 métiers sont répartis en 16 domaines. Et ce qui est important à prendre en compte, je l'évoquais tout à l'heure, c'est que dans les métiers d'art, vous avez des métiers liés à la création. Ce sont des professionnels qui vont partir effectivement d'une matière, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour créer quelque chose, pour créer un objet. Vous voyez ici les 16 domaines à l'écran. Le cuir, par exemple, le professionnel va partir d'une peau de cuir pour, par exemple, fabriquer des articles de maroquinerie. Et puis, vous avez des métiers qui sont liés à la restauration et notamment à la restauration du patrimoine, bâti ou mobilier. Donc, des professionnels qui vont intervenir sur de l'existant pour, dans la mesure du possible, restaurer à l'identique et permettre encore une fois la durabilité de ces créations. Donc, vous avez à l'écran les 16 domaines que j'évoquais et je parlais tout à l'heure de transformation de matière et vous voyez que pour certains des domaines, c'est assez parlant. Quand on parle de la céramique, donc des terres, de la terre, du cuir, quand on parle du métal, quand on parle du verre, du textile, etc., on comprend bien ici que dans cette définition des métiers d'art, ces professionnels partent de ces matières, encore une fois brutes en quelque sorte, pour exercer un geste technique, transformer cette matière, y apporter donc cet apport artistique que j'évoquais tout à l'heure pour être reconnu sur l'exercice d'un métier d'art.
Alors, oui, un élément important. Donc, effectivement, derrière cet exercice d'un métier d'art, il y a une pluralité de statuts. C'est-à-dire que exercer un métier d'art, c'est pas en soi être reconnu sur une identité juridique d'entreprise. Derrière cela, on a plusieurs types d'entreprises. C'est ce qui fait d'ailleurs l'hétérogénéité du secteur des métiers d'art, c'est que vous pouvez très bien avoir affaire à une entreprise de type artisanal, donc je l'évoque là. Pour la plupart, c'est les plus fortement représentés. On parle d'environ 70% des professionnels métiers d'art sont sous le statut de l'artisanat. Donc, on parle d'artisanat d'art cette fois-ci, mais pas que. Donc, il nous en reste encore 30%. Et ce sont des professionnels qui auront un autre statut, qui exerceront, bien un métier de la liste, mais qui auront un autre statut que le statut de l'artisanat, notamment, pourquoi pas, le travailleur indépendant, directement inscrit auprès des services de l'URSSAF. Je ne rentre pas dans le détail, les choses ont un peu changé en termes de création d'entreprise aujourd'hui avec un registre unique, mais voilà, c'était pour un petit peu expliciter. Vous avez des professionnels qui dépendront plutôt du secteur du commerce et des sociétés, parce que je parlais d'hétérogénéité, et vous pouvez avoir une entreprise artisanale qui exerce un métier d'art avec un savoir-faire spécifique dans cette entreprise, la maroquinerie par exemple, mais ce savoir-faire spécifique de la maroquinerie, il peut être aussi exercé dans une entreprise d'une taille beaucoup plus importante, sous forme sociétale par exemple, et c'est une partie de l'activité de cette entreprise qui est du ressort des métiers d'art. Est-ce que, Alexandra, tu peux repasser sur l'autre slide, s'il te plaît? Du coup, on est revenu en arrière. Oui, merci. Non, du coup, sur celle pour laquelle j'ai encore… Tu veux la suivante, pardon, excuse-moi. Oui, celle où on était, voilà, parfait. C'est ça. Je t'en prie. Et puis, on a des professionnels qui peuvent dépendre de la maison des artistes, autre statut potentiel également. Et on y traduit là, en fait, pourquoi l'un ou l'autre des statuts, ça va être effectivement lié au secteur d'activité exercé, ça va être lié à la taille de l'entreprise, et ça définira effectivement le statut. Et au sein de l'ensemble de ces statuts d'entreprise, on retrouvera 100% de l'activité consacrée à un des métiers de la liste qu'on évoquait tout à l'heure, ou une partie de l'activité qui est exercée et qui est répertoriée comme étant l'exercice d'un métier d'art. Je voulais aussi revenir peut-être sur la notion de reconnaissance, d'exigence, de savoir-faire, etc. Donc, dans le secteur de l'artisanat, et donc dans le secteur de l'artisanat d'art, nous avons des titres de qualification qui permettent de reconnaître l'exercice d'un métier d'art et de distinguer ces professionnels. Vous le voyez à l'écran, des visuels, des logotypes que vous devez peut-être connaître et reconnaître chez d'autres professionnels du secteur de l'artisanat, comme les artisans, les maîtres artisans. Ici, on parle d'artisanat d'art ou de maître artisan d'art, qui s'obtiennent suivant les qualifications préalables, donc diplôme ou expérience professionnelle, et puis voilà, avec des niveaux d'exigence différents entre le A bleu et le A rouge pour faire simple. Mais ça distingue bien l'appartenance au secteur des métiers d'art dans le secteur de l'artisanat. Et puis, vous avez des titres et labels d'excellence qui sont aussi associés au secteur des métiers d'art. Est-ce que tu peux, Alexandra, s'il te plaît? Voilà. Notamment donc le titre de maître d'art, qui est un titre qui est attribué par le ministère de la Culture, qui permet à un maître d'art d'être soutenu notamment financièrement, pour transmettre son savoir-faire à son élève d'art. C'est des dispositifs qui permettent de préserver des savoir-faire, plutôt des savoir-faire effectivement rares. En tous les cas, une des définitions, c'est que ces savoir-faire ne sont plus transmis par la voie de la formation traditionnelle, plus ou peu ou plus du tout. Et donc, les professionnels sont aidés pour permettre de sauvegarder et de préserver ces savoir-faire. Et puis, des labels comme le label Entreprise du patrimoine vivant, peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce visuel spécifique sur des produits ou en termes de communication de la part des entreprises. Donc là, ça n'est pas un label qui est attribué uniquement au secteur des métiers d'art, mais en partie quand même pour beaucoup au secteur des métiers d'art. En Normandie, on a un peu moins de 60 entreprises qui sont labellisées EPV et la moitié environ appartiennent au secteur des métiers d'art. Ça distingue là aussi des savoir-faire d'excellence. C'est un label d'État qui est attribué par le préfet de région et qui permet de reconnaître des savoir-faire de haute technicité. Et encore une fois, le secteur des métiers d'art est largement reconnu dans ce label. Et puis les MOF, les meilleurs ouvriers de France, c'est un titre, je pense que la plupart d'entre vous connaissent également. Là aussi, pas exclusivement réservé, bien sûr, au secteur des métiers d'art.
C'est un diplôme, le titre de maître ouvrier de France, un diplôme de niveau 5, qui permet là aussi de reconnaître des exigences, de compétences, de savoir-faire. Je voulais terminer sur ces labels d'excellence, puisqu'effectivement, exercer un métier d'art, je l'ai expliqué, c'est être reconnu par rapport à une définition et à une liste de métiers. Et puis, associé à cet exercice d'un métier d'art, vient se greffer, pour certains, des titres et des labels d'exigence. Voilà, je ne sais pas s'il y a Merci. des questions. J'ai cru voir passer à un moment une main se lever, mais peut-être je me suis trompée. J'ai cru. Alors, elle est baissée à Elle l'instant, est baissée. mais Alors, il n'y a si pas de vous voulez question. poser une question, n'hésitez pas, levez la main ou mettez la question dans le chat et Christine pourra y répondre au fur et à Plus mesure, tard. bien entendu. Merci pour votre attention. Un grand merci. Donc là, on commence à un petit peu mieux comprendre le périmètre. On voulait aussi vous proposer vraiment un panorama un peu des chiffres clés aussi de la filière. Et donc, Aurélie, je vais m'adresser à vous. Donc, je vous laisse la main. Ok, donc je peux Je partager. départage. Oui. Ouais, ok, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez tous? Oui. Oui. Ok. Alors, je vais peut-être commencer par... Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que je voudrais partager? Slide d'après. Voilà, alors l'Institut pour les savoir-faire français, pour vous présenter, on est une association qui existe depuis 136 ans et on œuvre pour la reconnaissance et la pérennité des savoir-faire d'exception. Donc, dans nos 3 grandes missions, je vais présenter brièvement, on a faire rayonner, faire perdurer et faire grandir. Dans les grands dispositifs que l'on a, Christine a déjà parlé d'un des premiers dispositifs qui est le programme Maître d'art élève qui est effectivement remis par le ministère de la Culture au bout de 2 ans d'accompagnement. Je vous donne l'information, on a des maîtres d'art élèves effectivement en Normandie et notamment un qui vient d'intégrer la promotion qui vient de démarrer, un luthier qui est basé à Caen. Ça, c'est pour votre information. On a également le dispositif Prix Avenir Métiers d'art qui est piloté par l'Institut en lien avec notre partenaire pour la Normandie, c'est le rectorat, avec Madame le maire qui est ici présente. Donc le prix Avenir Métiers d'art est un prix qui est remis régionalement pour des jeunes en formation de moins de 26 ans et ensuite ils postulent au niveau national. Et ils ont un prix par niveau et Héloïse Mailloux, qui viendra témoigner tout à l'heure, est une jeune lauréate de cette année. Et le dernier grand dispositif plus grand public que vous devez connaître, que j'espère que vous connaissez, ce sont les Journées européennes des métiers d'art qui sont pilotées par l'Institut avec en région, en tout cas en territoire, coordonné avec les chambres des métiers qui organisent notamment pour la Normandie. Voilà pour la présentation de l'Institut. Alors, j'aimerais vous donner quelques chiffres clés sur une étude que nous avons sortie fin 2024, menée avec Xerfi. Alors, peut-être donner un peu des éléments de contexte sur les chiffres qui vont être présentés effectivement par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. On a intégré dans cette mesure du poids économique les entreprises, des métiers d'art et des savoir-faire d'exception. Qu'est-ce qu'on entend dans les savoir-faire d'exception? Ce sont donc toutes les activités de production, de création, de restauration, dont la maîtrise et dont le cœur est la maîtrise des gestes et techniques permettant la transformation de la matière. Donc là, on est sur métier d'art, mais ce qu'on intègre en plus, c'est des valeurs communes sur des structures, des manufactures qui ont un haut niveau de maîtrise technique. Il y a un temps long d'apprentissage, plusieurs années de pratique, une maîtrise de savoir-faire historique transmis de génération en génération, un fort ancrage territorial. Pour vous donner 2 exemples sur la Normandie, la manufacture Bohin ou les tricots Sojam sont dans les savoir-faire d'exception. Donc on a intégré toutes ces entreprises-là dans cette étude. Quelques chiffres clés pour que vous vous rendiez compte un peu du poids en fait de ce secteur. En France, c'est 234 000 entreprises, 500 000 personnels actifs et ça représente 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En comparaison, c'est autant que l'industrie pharmaceutique.
Si on fait un zoom sur la Normandie, donc si on prend cette échelle, un savoir-faire d'exception et métiers d'art, ça représente 8200 entreprises, 25 personnels actifs. Donc ce qui est intéressant, c'est dont 17 000 salariés pour l'orientation et 3,2 milliards de chiffre d'affaires. Alors, quelques chiffres clés là qui vont répondre à des idées reçues que l'on peut avoir en fait sur ces métiers. Ces métiers n'offrent pas de débouchés. Là, l'étude a montré que plus de 2 employeurs sur 5 ont recruté en 2023 et 50 à 55 000 recrutements étaient envisagés en 2024. Autre idée reçue, ce sont des métiers traditionnels qui appartiennent à une autre époque. On s'aperçoit quand même qu'il y a 38% des salariés qui ont moins de 35 ans et 48% des moins de 26 ans seraient intéressés par ces métiers comme voie professionnelle. Donc c'est une voie qui attire. Alors, là, je vais vous présenter une autre étude que l'on a menée l'été dernier, de juin à août l'année dernière, avec Ipsos BVA et le soutien de LVMH par leur entité Métiers d'Excellence. On a fait une étude sur la perception des métiers d'art. Donc, ce qui ressort de cette étude, je vous ai fait un extrait pour vous donner quelques données. Alors là, on est sur une vision des métiers de l'artisanat et après, je vais zoomer sur les métiers d'art. On s'aperçoit que quand on pose la question, avez-vous une bonne ou une mauvaise image des filières suivantes, les métiers de l'artisanat arrivent en tête au-dessus du médical, de la culture, des nouvelles technologies et de l'agriculture. Donc, très bonne image. Et si on zoome maintenant sur les savoir-faire d'exception, on est à 97%, c'est plus 5% par rapport au métier de l'artisanat. Et les univers qui sont en général associés à ce secteur-là, c'est le patrimoine et le luxe. Comme l'a présenté Madame Breton tout à l'heure, vous avez eu les grands domaines d'activité et le patrimoine est une partie importante. Alors, la réaction projetée de l'entourage, si orientation vers ces métiers. Donc, le sentiment en fait, qui caractériserait le mieux votre entourage si quelqu'un de leur entourage choisissait cette formation, pour 43%, c'est la fierté. On a quand même 21% l'indifférence et l'enthousiasme pour 20%. Une inquiétude pour 13%. Donc là, on a quand même un sentiment d'envie de pousser l'entourage à aller dans ce secteur-là. On verra que c'est nuancé tout à l'heure sur l'orientation. En tout cas, sur la vision des métiers d'art, c'est très positif. 71% des Français recommanderaient cette orientation et 80% des parents encourageraient leur enfant dans cette voie. Alors, on s'aperçoit que c'est un secteur qui fascine, mais qui est encore assez méconnu à plusieurs niveaux. Donc là, si on veut savoir en fait par quel biais ils connaissent ces métiers, donc là on dit merci à la CMA et à l'Institut pour les GEMA sur la grosse opération, puisque cette année c'était quand même, pour vous rendiez compte, c'est 6000 événements organisés à l'échelle de la France et de l'Europe. Donc c'est quand même une très très grosse organisation d'événements dans chaque territoire et au niveau européen. Donc, et puis il y a tout ce que font les régions, enfin tout l'écosystème, les associations, les fédérations, enfin tous ceux qui organisent des choses. Donc les visites culturelles ont leur importance puisque c'est par 48%. La télévision, 44%. Donc on voit que ces chiffres augmentent quand on a les plus de 60 ans et plus. Et via votre entourage, 30%. Et ce chiffre monte à 51% des 14-15 ans. Ce qui montre que si l'entourage proche n'est pas sensible ou alerté ou formé sur ce secteur-là, ça va être compliqué pour les jeunes d'avoir accès peut-être à ce secteur d'activité. Sur Internet, voilà, 27%, 39% pour les moins de 35 ans. Et salons et forums des métiers, 23%, alors que c'est quand même un très bon levier, les forums pour l'orientation. Donc en tout cas, pour notre secteur, c'est une petite statistique.
Alors, très intéressant, une méconnaissance de la réalité territoriale. En fait, est-ce qu'on a demandé si les 5000 personnes interviewées connaissaient la présence de certains savoir-faire d'exception sur leur territoire? La réponse est mitigée entre autant positif que négatif. Non, pardon, excusez-moi. Vous ne savez pas vraiment, donc ils n'identifient pas les secteurs de savoir-faire d'exception qui sont présents. Tout à l'heure, je parlais des manufactures, donc des fois en ancrage territorial, c'est connu, mais dès qu'on s'écarte un peu, c'est pas forcément connu dans d'autres départements, par exemple. Et les formations existantes, donc là, le chiffre est assez éloquent, 65% ne savent pas vraiment s'il existe des formations à proximité de chez eux, en fait. Alors là, le pourcentage des parts de Français estimant que ces métiers sont insuffisamment mis en avant. Donc, on s'aperçoit qu'à l'école, 80%, même si il faut nuancer parce que vraiment, c'est sur le panel de 5000 personnes qui sont représentatives de la société française. Donc, on n'a pas interrogé spécifiquement je vais dire des jeunes collégiens, mais en tout cas, sur le panel global, c'est la vision qu'ils en ont. Dans la société, 71% et 67% dans les médias et réseaux sociaux. On pouvait donner plusieurs réponses, hein, d'où le fait que ça ne fasse pas 100% à la fin, je précise. Alors, on a identifié quelques points clés sur la perception sur le niveau d'études, en fait. D'après vous, diriez-vous que les métiers d'art et savoir-faire d'exception nécessitent un haut niveau d'études? On est très partagé, en fait, mais ce qui est intéressant, c'est que le pourcentage monte à 69% vers les 14-15 ans et 56% vers les 18-25 ans. Donc, il y a une méconnaissance aussi du secteur d'activité, des différentes études qui peuvent être proposées, de l'apprentissage, de la connaissance après, de l'expérience au cours des années. Et alors tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, c'est un secteur qui attire quand on voit les parents y recommanderaient. Par contre, une fois qu'on s'intéresse à l'orientation concrète, il y a une vision qui est encore pas très positive, puisque les formations courtes accessibles en voie professionnelle après la troisième sont assimilées à une situation d'échec scolaire. Et il y a parfois une dévalorisation confirmée par les prescripteurs d'orientation qui n'imaginent pas que les métiers d'art puissent être accessibles autrement qu'en voie professionnelle. Et sur les principaux freins, en fait, après le manque d'informations qui est cité en premier, il y a une tendance quand même à toujours aller en voie générale plutôt comme la voie professionnelle qui est vue comme un frein à l'orientation de ces jeunes vers ces métiers. Alors, les métiers d'art et savoir-faire d'exception pourraient-ils vous intéresser comme voie professionnelle? On va dire, on est quasiment à moitié-moitié, donc voilà, c'est très très positif. Et les principales, alors c'est très positif, on peut le voir des deux côtés, on peut se dire il y a encore beaucoup de travail et d'un autre côté, on a quand même une belle vision. Les principales raisons du manque d'intérêt, en fait, qui a été décelé, c'est que ce sont des métiers qui demandent un talent particulier. Je ne les connais pas assez pour 41%. Il n'y a pas assez de débouchés pour 23% et les revenus ne sont pas assez élevés dans ces métiers, qui apparaît être un des leviers, en tout cas sur les jeunes interrogés à ce niveau-là. Maintenant, les leviers à activer, alors pour les 14-25 ans, qui est notre cible dont on parle aujourd'hui, pour 48%, donc en fait, les motivations principales, c'est le côté créatif du travail, un métier qui a du sens, qui participe à la sauvegarde du patrimoine, qui permet aussi de travailler les matériaux nobles, et puis après une vision du prestige des métiers. Bon, on s'aperçoit que les bons revenus apparaissent à la fin, et il y a beaucoup de débouchés aussi, ça corrobore avec ce qu'on disait précédemment. Alors là, on va sortir un peu des métiers d'art. Là, c'est une vision des aspirations professionnelles qui ont été demandées des jeunes. Alors, on s'aperçoit que ça peut correspondre à la filière des métiers d'art, mais sur leur levier de motivation,
être en lien, être utile. Donc, on s'aperçoit que ça, c'est ce qui les motive. Métier, vocation, associatif, éducation, santé, paramédicale, être utile aux autres, à la société. Des métiers peu rémunérateurs, mais valorisés et reconnus. La deuxième aspiration, c'est vivre de sa passion, des métiers du sport, qui ont beaucoup de succès, de la création artistique et du design. Mais il y a quand même une conscience d'un risque important en termes d'emploi et de stabilité. Et être indépendant, mais pas seul. Donc, rejet du monde anxiogène et dépersonnalisation du bureau, de la grande entreprise, opposé au monde de la boutique et de la petite équipe. Donc, la filière de métiers d'art peut répondre à ces aspirations professionnelles. Alors, les actions concrètes jugées les plus efficaces par le panel qui a répondu: intégrer les métiers d'art et savoir-faire d'exception dans les cours d'orientation au collège et lycée pour 52%, et favoriser les rencontres entre jeunes et professionnels à l'école, en atelier, dans les forums. Proposer davantage de stages pour faire découvrir ces métiers. Alors ça, l'éducation nationale a fait le nécessaire parce qu'on s'aperçoit qu'on peut faire plus de stages. Il y a des possibilités de les faire de nombreuses façons. Et sensibiliser à la pratique manuelle dès la maternelle et primaire. Et ça, nombreuses opérations sont déjà mises en route. Si on conclut, alors c'est des métiers qui fascinent, bien sûr. Il y a une image très positive de ces métiers qui forcent le respect. On a vu le sentiment de fierté et un consensus sur la nécessité de les préserver et de les valoriser. Cependant, ils peinent en fait à s'imposer parce que ils sont méconnus, ils sont insuffisamment mis en avant, ou en tout cas, le panel ne trouve pas l'accès à l'information. Ils sont victimes de la dévalorisation de la voie professionnelle et des métiers manuels. Il y a une vision aussi de métiers de niche et avec en conséquence un risque perçu de précarité. Et puis inaccessible dans le sens où voilà, on a vu dans les résultats qu'il faut avoir un talent. Enfin, certains pensent qu'il faut avoir un talent particulier, un niveau d'études, du réseau. Donc il y a un fort potentiel, en grande partie en phase avec les principales aspirations des jeunes. Donc un grand potentiel pour nous de développer un certain nombre d'actions. Voilà, je vous remercie. Et puis, l'étude des éclaireurs et perceptions qui est beaucoup plus complète que l'extrait que je viens de vous faire, vous sera envoyé également. Si vous avez des questions, n'hésitez Merci pas. beaucoup. Alors, il y avait une question, je ne sais pas si c'est toi qui vas pouvoir y répondre ou Christine, une question sur le programme Maître-élève dont vous avez parlé tout à l'heure toutes les deux. Et on Oui. me demande s'il est accompagné par une école ou par un centre de formation. Comment ça se passe pour pouvoir bénéficier de ce programme? Alors, il n'est pas accompagné par... Ah, je suis en écho. Alexandra, je suis en écho de moi-même. Oui, j'entends. Alors, moi, je réponds entre deux peut-être, si Aurélie Alors, cherche. attends, est-ce que c'est mieux? Je suis en écho. Donc non, il n'est pas accompagné par effectivement une école, puisque le principe du titre de maître d'art, élève d'art, c'est qu'effectivement le savoir-faire technique associé au métier d'art est enseigné par le professionnel au sein de l'entreprise. C'est parce que justement il n'y a pas de dispositif de formation ou très peu de voies de formation traditionnelles qui permettent d'acquérir ce savoir-faire que donc l'entreprise est soutenue par ce titre pour enseigner à l'élève d'art le savoir-faire. Voilà. C'est un titre qui est attribué à vie au maître d'art comme à l'élève d'art, qui conserve. On peut retrouver sur le site aujourd'hui les professionnels qui sont titrés de ce titre de maître d'art ou leurs élèves, qui sont pour par exemple un des tout premiers qu'on a eu en Normandie et dans le Calvados, pas celui qu'évoquait Aurélie, mais un précédent qui avait obtenu le titre. Son élève d'art est toujours au sein de son entreprise, comme la salariée aujourd'hui, depuis plus de 20 ans dans l'entreprise, mais elle a appris le métier au sein de l'entreprise par ce titre-là. Il permet d'obtenir un diplôme, alors pas forcément, il permet, on pourrait imaginer pourquoi pas, mais il n'y a pas forcément de diplôme, c'est que justement, c'est des métiers pour lesquels voilà, il y a un savoir-faire très particulier. Mais ça n'est pas traduit par un CAP, par exemple, ou un diplôme spécifique. Peut-être que Nathalie Lemierre en reparlera, mais voilà, c'est ce qui fait la particularité, c'est qu'il n'y a effectivement pas derrière forcément un diplôme associé.
Non, ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est un titre comme vous pouvez avoir ce genre de titre au Japon et quand vous êtes maître d'art élève, ça vous donne déjà un statut, c'est repris par le ministère de la Culture avec un jury de professionnels. Vous avez reçu vous avez transmis du coup pour le maître d'art un savoir-faire et un savoir-faire rare, comme disait Christine, qui n'est plus enseigné aujourd'hui. C'est comme le titre MOF qui est plus connu, mais là c'est spécifique au métier d'art. On peut être artisan d'art et être meilleur ouvrier de France, mais là on est vraiment sur du spécifique en fait. C'est une reconnaissance institutionnelle et professionnelle forte en fait. Qui vous ouvre Alors, des j'ai vu portes la aussi pour question. des missions Pardon. à l'export, qui peut vous donner aussi vous ouvrir des portes pour intégrer d'autres types de réseaux. Voilà. J'ai vu la question passer sur un exemple, hein, donc Mm. bah, je vous en donne deux pour les plus anciens, on va dire cela. Donc la personne que j'évoquais tout à l'heure, c'est un monsieur qui est plisseur, ou plus exactement plieur. Donc il a adopté des techniques de pliage qu'on pourrait associer au pliage du papier, qu'il a développé et appliqué au textile. Donc il fait du textile d'ameublement. Donc il n'y a pas de formation, il n'y a pas de CAP de pliage de textile, pour faire simple. Donc cette technique de travail, il l'a enseignée à son élève d'art. Et je pense à une autre dans les plus anciennes aussi que nous avons ici en Normandie. C'est une jeune femme qui réalise des fleurs de soie destinées à la haute couture ou au monde de l'opéra ou des danseuses, etc. Et donc, elle a aussi enseigné ces techniques de travail et de création de fleurs de soie à son élève d'art. Donc, c'est vraiment des métiers très, très spécifiques, extrêmement rares, il y a très peu de professionnels qui les exercent. Et donc, voilà, l'apprentissage se fait au sein de l'entreprise. Un très Espérons grand avoir merci pour ces répondu. précisions. Ouais, ouais. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur cette spécificité, donc je pense que c'est le cas de tout le monde. Merci beaucoup. Et ça fait une transition parfaite, s'il n'y a pas d'autres questions, parce qu'on va Merci. maintenant aborder la question des formations. Alors, pour entamer cette question des formations, on voulait faire un focus sur une grande évolution. Nathalie, je me tourne vers vous, Oui, qui allait nous j'ai mis mon parler. micro. Ouais. Voilà, c'est cela. Alors, je ne sais pas si vous avez pu intégrer mes quelques slides, sachant que je vais aller vite, hein, elles sont peut-être un petit peu D'accord. nombreuses. Alors, mon entrée là, et je m'en excuse, va être très pragmatique et vraiment très informationnelle là. Nous sommes en ce moment dans le cœur d'un réacteur, nous sommes en action sur alors j'insiste bien sur le terme de transformation et non pas de rénovation. Vous le savez certainement, ou peut-être ou pas du tout, mais nous sommes en phase de rénovation de l'ensemble des référentiels de CAP métiers d'art. Bon, ça, j'allais dire, c'est dans le cadre des rénovations habituelles, hein, des diplômes. Tout comme d'ailleurs précédemment, vous évoquiez les MOF, nous avons rénové l'ensemble des référentiels des MOF il y a aussi quelques années. Donc ça c'est, j'allais dire, habituel, hein. Là, non, nous sommes dans le cadre d'une transformation profonde de la filière métier d'art niveau 4. Donc, l'ensemble, pour être clair, l'ensemble des diplômes éducation nationale de niveau 4, donc niveau bac, pour faire simple, ont tous vocation, alors à peu près tous, tous les arbitrages n'ont pas encore ont été faits, ont à peu près tous vocation à basculer vers un format BNMA, Brevet national des métiers d'art, en 3 ans. Cela veut dire que les brevets des métiers d'art existants, qui à ce jour sont en 2 ans à la suite d'un CAP, ainsi que les bacs professionnels artisanat et métiers d'art, voire les DTMS, mais là il y a une problématique un petit peu particulière et je ne m'étendrai pas là-dessus, ont vocation tous à être harmonisés vers un BNMA et nous aurons 23 à 24 spécialités au terme de cette écriture de BNMA. Donc nous avons déjà depuis septembre dernier écrit 12 référentiels. Alors je rappelle que nous sommes 22 inspecteurs. Hein. Nous sommes une toute petite armée pour procéder à cette écriture. Donc, 12 référentiels ont d'ores et déjà été écrits. Vous avez peut-être suivi au national, parce que ça a été évoqué à plusieurs reprises, mais l'ouverture effective pour la future rentrée scolaire 2026 ne va concerner que 4 BNMA, à savoir ébénisterie, horlogerie, bijouterie et maroquinerie. Alors là, je parle bien du national, hein, je ne parle pas de la Normandie.
Donc, en l'occurrence, pour la Normandie, le déploiement pour l'instant à la RS26 ne concernera que l'ébénisterie. Voilà. Pourquoi allons-nous créer ce BNMA? Cela fait écho un petit peu à quelques éléments que vous avez les uns et les autres évoqués, et Aurélie notamment, en termes notamment de visibilité de l'offre de formation et aussi à des fins de communication, même si ce n'est pas la raison essentielle. Nous souhaitons avoir un seul et même diplôme pour harmoniser les pratiques, harmoniser aussi le champ de la certification, être plus lisible, plus visible, et aussi faciliter les parcours vers le post-bac. Voilà. Donc, nous allons maintenant, et d'ores et déjà, et c'est amorcé, notamment pour les ouvertures à la RS26, recruter, même si ce terme n'est pas très joli, mais enfin c'est quand même ça, des élèves sortant de 3e avec des modalités spécifiques. Voilà, qui ont été actées par la DGESCO, par le ministère. Donc, on ne sera pas simplement avec des vœux émis, entrés sur Affelnet. Nous allons avoir des entretiens qui sont d'ailleurs là en train d'être finis, d'être réalisés, en tout cas pour la RS26, et où l'on va identifier, vous parliez de talent tout à l'heure, en tout cas, nous, on va identifier des aptitudes, des capacités, des curiosités, des formes d'appétence, c'est vraiment important, on tient à cela et on ne va pas écrémer et chercher des QI à 160, ce n'est pas ce qui nous intéresse, pour détecter des profils de futurs artisans d'art, designers ou designers artisans d'art, parce que nous souhaitons avoir aussi une forte porosité entre ces deux astres très importants qui sont d'ores et déjà déployés dans le cadre du DNMAD post-bac. Donc, vingtaine de spécialités BNMA, là, je les explicite ici, je ne vais pas prendre trop de temps, mais voilà, céramique, ébénisterie, broderie, bijouterie, joaillerie avec 4 options, horlogerie, ferronnerie, facture instrumentale. Alors, quand j'ajoute maroquinerie de haute facture, plus une option maletier, demandée par les professionnels, vous pensez bien que ces écritures, on ne les fait pas seuls, on les fait évidemment avec les professionnels. La maroquinerie pour l'heure, et c'est là où c'est important de voir que dans l'éducation nationale, le périmètre officiel des métiers d'art n'est pas le même forcément en fonction des instances. Pour nous, la maroquinerie ne fait pas actuellement partie des métiers d'art. Le CAP maroquinerie et le bac pro métier du cuir option maroquinerie est du côté de l'industrie officiellement. Je l'ai effectivement, j'en ai accompagné son ouverture, moi, dans un établissement, mais il n'est pas métier d'art. Il n'est pas artisanat et métier d'art. Donc là, à l'occasion aussi de cette création du brevet national des métiers d'art, nous allons agrandir notre famille métiers d'art, puisque effectivement, nous aurons bien, c'est pour la bonne cause, un brevet national des métiers d'art, notamment maroquinerie de haute facture, c'est son intitulé définitif, qui va d'ailleurs ouvrir à cette prochaine rentrée à Paris, au lycée Turquetil. Voilà, donc j'ai participé à cette écriture. Évidemment, on est positionné par notre inspection générale en fonction de, j'allais dire, de nos champs d'expertise. Petit focus, alors les arts de la reliure et de la dorure, parlons de nos pépites normandes. Les arts de la reliure et de la dorure, le BMA existant va devenir BNMA au lycée Cornu de Lisieux. Il n'ouvrira malheureusement qu'à la RS27 parce que Paris n'ouvre pas. Et on a toujours quand même bon, voilà, le fait que Paris n'ouvre pas fait que Lisieux n'ouvrira qu'à la RS27, mais il ouvrira bel et bien. Et nous avons des acteurs absolument compétents et experts au sein de cet établissement. Petit focus, je suis en train, là, en parallèle, je pilote la finalisation de l'écriture du futur BNMA technique de la couture d'exception. Alors, ça mérite quand même d'être évoqué ici. Nous sommes en Normandie, nous avons des façonniers, nous avons une culture du luxe, des métiers du luxe et qui dépassent largement les cuirs et peaux. Et là, donc, je travaille à la finalisation de l'écriture d'un BNMA technique de la couture d'exception qui va intéresser 2 domaines, à la fois le domaine de la haute couture et le domaine des costumes de scène. Un seul et même diplôme pour ces 2 secteurs. C'est-à-dire qu'autour de la table là, de travail que j'anime, j'ai Chanel, Givenchy, Dior, Vuitton, et en face, j'ai la Comédie Française, l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille. Voilà. Et nous finalisons l'écriture de ce même diplôme. Et encore une fois, là, il s'agit d'une création pure, puisqu'il n'existe pas aujourd'hui au sein de l'éducation nationale
de niveau 4, métier d'art, autour des métiers de la mode, pour faire court. Voilà. Donc, c'est une création pure et encore une fois, nous allons donc étoffer notre offre de formation. Voilà, j'arrête avec ce dossier-là qui me tient beaucoup à cœur, mais je pense que ça fait écho aussi par rapport à la coloration normande que nous souhaitons. Il y a aussi tous les métiers du spectacle qui sont très importants, mais je ne développerai pas ici. Donc, ce BNMA, il va aussi, alors c'est un format en 3 ans post-troisième, mais c'est aussi un format de diplôme plus professionnalisant. Ça, c'est très important. Il y aura davantage d'enseignement professionnel. C'est quelque chose qui est très, très demandé par les professionnels, à juste titre. Donc là, on a mis davantage d'enseignement professionnel, un tout petit peu moins de conception. Mais en revanche, nous avons créé de nouveaux domaines d'enseignement. Ce sont les OLN, outils et langages numériques. Je crois que vous avez évoqué le numérique tout à l'heure, évidemment, le champ de l'innovation. On ne peut pas faire fi de toutes les problématiques actuelles, même autour de l'IA, etc. Donc, les outils et langages numériques seront présents, ainsi que les dessins et culture métiers d'art. Nous parlons de curiosité artistique, mais pas n'importe laquelle. Dessin et culture métier d'art, là, on est sur le champ du design, mais un design professionnalisant, lié à l'approche plurimatériaux, aux polycompétences et au développement déjà d'une culture générale et spécifique métier conséquente. Voilà. Donc là, nous sommes en phase de finalisation de l'écriture de ces diplômes que nous accompagnerons aussi de ce que nous appelons des guides d'accompagnement pédagogique qui viendront aussi nourrir la réalisation, la fabrication de ces stratégies pédagogiques. Les cohortes seront de 12 parce que malgré tout, nous sommes... alors, Frédéric, oui, j'ai vu, besoin de davantage d'infos. Alors, il faudra qu'il soit publié encore. Il est encore un petit peu confidentiel. Sur les enseignements généraux, ils seront identiques à ceux du bac professionnel. Donc, voilà, on viendra s'inscrire finalement dans le fonctionnement du lycée professionnel sans problème. Voilà, donc on peut arrêter sur cette slide. Ce BNMA vise aussi à faciliter les parcours vers l'enseignement supérieur parce que nous formons des professionnels, j'allais dire, des techniciens qualifiés, c'est le niveau 4, qui peuvent tout à fait de suite être insérés professionnellement, mais qui peuvent aussi poursuivre en DNMAD. Voilà, la plus-value, voilà, j'en ai parlé, on ne va pas prendre trop de temps là-dessus. Je l'ai dit, je l'ai dit dans le désordre, mais je l'ai dit. Voyez là l'illustration du parcours actuel à gauche et voyez à droite l'illustration de ce que nous allons mettre en place. Troisième, puis première année de BNMA, deuxième année de BNMA, troisième année de BNMA, et ensuite, transformation à partir de cette prochaine rentrée pour 4 spécialités au national. Un gros déploiement beaucoup plus important à partir de la RS 27. Et pour la Normandie, ça, c'est dans les prochaines slides, on peut aussi avancer pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors là, ce sont des particularités sur les positionnements, ça, mais je pourrais revenir vous en parler parce que nous souhaitons aussi, Aurélie parlait aussi de la voie professionnelle. De plus en plus, nous travaillons à cette porosité, à cette fluidité des parcours entre les 3 voies de formation, voie générale, voie technologique et voie professionnelle, un parcours qui fasse sens tout simplement par rapport à j'allais dire, nos profils d'élèves ou d'étudiants. Et nous avons, nous le savons bien, souvent des profils très atypiques, mais qui nous vont très bien. Nous sommes pour, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, alors voilà pour la Normandie. 2 BNMA ébénistes qui vont ouvrir là à cette prochaine rentrée. Ensuite, là, un déploiement plus important à la RS 27 avec 3 BNMA en design graphique, anciennement communication visuelle plurimédia, sur 3 lycées, Lisieux, Évreux et Le Havre. Un BNMA dont je vous parlais tout à l'heure, art de la reliure et de la dorure à Cornu-Lisieux. Un BNMA, scénographie et environnement des objets et des espaces de présentation. Alors, cet intitulé n'est peut-être pas encore tout à fait verrouillé, mais c'est le fameux ex-marchandisage visuel, donc, qui n'était pas tout à fait plébiscité dans son intitulé. Donc, il était urgent aussi d'en changer l'intitulé. Et c'est pour cela que tout à l'heure, quand on parlait de matière d'œuvre, certes, on travaille la matière d'œuvre, on travaille la matière première et on travaille la transformation, mais pas que. En métier d'art, on va parfois un peu au-delà aussi, et on peut être sur le champ du design. Évidemment, on est aux confins, il y a un périmètre quand même établi, mais on peut aussi aller sur le champ du design d'objets, voire du design d'espace.
Et le BNMA tapisserie, évidemment, que nous avons actuellement au lycée Victor Lépine de Caen et qui va être, je le sais pour avoir quelques échos, largement revisité puisqu'il n'avait pas fait l'objet du tout, lui, de rénovation, c'était un des seuls, en tant que bac pro. Voilà. Et ensuite, pour faire court, nous avons les DTMS, diplômes de technicien des métiers du spectacle, qui sont tous les deux présents sur l'Académie de Normandie. Je vais être aussi pilote d'écriture nationale sur la transformation du DTMS technique de l'habillage à la suite de l'écriture du BNMA technique de la couture d'exception. Très certainement, ce DTMS a vocation à se transformer en CS4, hein, certificat de spécialisation. Vous connaissez ce nouveau format qui a remplacé les mentions complémentaires. Donc là, nous aurons un CS4. Alors, l'intitulé, nous verrons bien, mais CS4, donc formation complémentaire en 1 an pour viser de manière plus ciblée les métiers du spectacle et l'habillage. Alors, déjà présent au lycée Tocqueville de Cherbourg et, j'allais dire, déjà présent finalement sous la forme que nous souhaitons avoir en CS4, à savoir 1 an. Hein. Il est déjà sous ce format à Cherbourg. Et l'autre CS4 ou BNMA, là, les arbitrages ne sont pas faits, pour le DTMS machiniste constructeur que nous avons ouvert il y a quelques années au lycée Boismar de Brionne et qui est une formation extrêmement porteuse et qui sera peut-être suivie d'autres. Mais là, voilà, il y a pas mal de projets d'évolution, de formation et toujours autour des arts du spectacle, de la scénographie, de la mise en scène d'objets, qu'ils soient commerciaux, culturels, artistiques, enfin voilà, et qui ont beaucoup de partenariats et de conventions avec le milieu culturel et l'entrepreneuriat au niveau normand. Nathalie, voilà je me pour la- permets, il y a Oui. une petite question et puis une aparté. Oui, on va vous envoyer l'ensemble des présentations et le replay. Donc, si vous n'avez pas le temps de tout noter, Oui. ne vous inquiétez pas, vous allez tout recevoir. Oui, Et je la crois que- question, non, je pense que c'est parce que ça va être très dense. On a Oui. effectivement beaucoup d'infos, donc bien sûr, on va vous envoyer ça. Il y a une question sur la difficulté potentielle pour des jeunes à trouver des entreprises sur 3 ans de formation. Voilà, c'est posé sous forme de question. Est-ce que ça peut être plus difficile? Alors, vous parlez du BNMA. Là, moi, pour Oui. l'instant, nous sommes en phase d'écriture. Hein. Ce qui est pour l'instant l'existant et le futur existant, c'est d'avoir des BNMA évidemment sous statut scolaire, avec un statut apprentissage en 3e année, par exemple. Hein. Parce que là, par rapport au BMA, par exemple, existant, on va se retrouver un petit peu avec la réalité qui a été celle de la voie professionnelle quand le bac professionnel en 3 ans est apparu. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des élèves de seconde extrêmement jeunes et donc forcément peu matures. Et il y avait des questions qui sont revenues d'ailleurs dans l'actualité récemment, hein, de sécurité au travail, enfin de beaucoup de choses en classe de seconde. Hein, et donc il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Donc là, le travail sur le cursus de formation, hein, on est en train, mais enfin, on ne peut pas tout faire en même temps, mais de travailler là-dessus justement pour qu'on ait vraiment une montée en puissance sur les PFMP, hein, les périodes de formation en milieu professionnel, sur l'ensemble du cursus, donc pour aller en puissance vers la terminale et vers un développement de l'autonomie aussi par ça. Donc pour l'instant, ça n'est pas, j'allais dire, au cœur des problématiques. Les BNMA, après, j'allais dire, on les écrit et après, il y aura la mise en œuvre, le déploiement. Bon, ça, c'est un autre étage de la fusée. Merci, je pense que ça répond, dites-moi, Colin, mais je pense que ça répond à la question de Colin, en tout cas, voilà. sur la question de 3 années d'apprentissage. Non, c'est pas le format, en tout cas. Alors, c'est pas ce qui est visé, effectivement, d'autant plus que là, vraiment, on est en 3 ans et on va avoir des élèves en seconde. Sachant que certaines spécialités, hein, je ne parle pas de toutes, on aura des BNMA, j'allais dire, monolithiques, hein, comme l'ébénisterie d'ailleurs, où là, il n'y a pas de problème, on forme des ébénistes, point. D'autres avec des BNMA à spécialisation et on aura aussi des BNMA à option. Donc, avec parfois aussi des arborescences, hein, de formation au fil du cursus. Donc, tout cela, en fait, va devoir être étudié en fonction des spécialités qui sont extrêmement différentes les unes des autres, en termes de contenu, en termes d'enjeux, de contexte, etc. etc. Voilà. Mais malgré tout, nous souhaitions avoir cette matrice commune. Voilà. Et c'est pour ça qu'on travaille autour de cette matrice commune. C'est important pour que nous fassions corps et que nous identifions de manière claire la filière métier d'art.
Donc voilà, affectation en BNMA, j'en ai un petit peu parlé. Effectivement, on aura une orientation particulière. On l'a commencé de manière un peu artisanale cette année. Ce sera plus formalisé dès l'an prochain. Voilà, nous sommes en phase aussi d'expérimentation de quelque chose d'intéressant au national et nous espérons expérimenter cela au sein de chaque académie, à savoir des troisièmes prépa métiers d'art. Voilà. J'allais dire, c'est un format qui peut être très intéressant, y compris symboliquement, et pour revenir sur certains stéréotypes aussi par rapport à la voie professionnelle et a fortiori par rapport au troisième prépa métier. Voilà. Donc voilà un petit peu l'idée. Bon, là, une petite slide finale où nous avons en jaune à gauche l'identification des établissements porteurs de ces formations de niveau 4. Pour l'instant, là, j'ai vraiment mis le focus sur le niveau 4 que nous sommes en train de construire. Alors, très certainement, ce déploiement va se faire sur 3 rentrées scolaires. On devait le faire sur 2. Mais bon, voilà, la machine est notre machine, vous le savez, même si une fois que c'est entériné, c'est bien entériné, bon, ça prend du temps. Et là, les phases d'écriture, bon, on en est à 17 référentiels. J'ajouterai, je pense, mon 18e pour début août. et puis on continuera cette écriture. Ensuite, eh bien, les académies s'en saisiront ou pas, en fonction des besoins identifiés sur chacun des territoires. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense qu'il était nécessaire au vu des importantes modifications et des transformations, comme vous l'évoquiez. Merci beaucoup. N'hésitez pas, s'il y a des questions, on les prend toujours dans le chat. N'hésitez pas à lever la main. On va poursuivre sur ce volet des formations, cette fois avec Catherine Coquel et Mylène Capron. Vous allez nous parler d'autres formations, parce qu'il n'y a pas que les niveaux 4, et puis vous allez nous parler d'une cartographie aussi. Je vous laisse nous en dire un petit peu plus. Oui, alors effectivement, on n'a pas que les niveaux 4 au sein de l'Académie de Normandie. On a fait une cartographie qui regroupe toutes les formations proposées actuellement dans des établissements scolaires, qui va du niveau 4 et au-dessus. Donc, on a des calques qui peuvent être... cette cartographie est interactive. Chacun peut aller dessus et activer le calque qui lui donnera les informations qu'il recherche, donc soit par niveau, donc c'est à niveau CAP, niveau Bac Pro et niveau BTS et licence, avec ensuite des calques par domaine, donc les domaines qu'on a précédemment évoqués, voilà, le cuir, les 16 domaines que spectacles. Mme Breton a présentés. Exactement. Sur chaque petite punaise, on peut cliquer et ainsi avoir les informations de l'établissement qui accueille cette formation, donc de la formation, de l'établissement qui accueille. Et par niveau, vous avez le lien de la fiche ONICEP. Donc là, dans le support, vous allez avoir le lien direct vers la cartographie, en fait, sur la slide qui est juste avant, là, sur celle que je vous ai montrée juste là. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur la carto, au lien que vous m'avez envoyé, Mylène. Voilà, donc c'est une carte interactive, donc chacun pourra l'utiliser et la filtrer en fonction de ses demandes d'information. Donc, comme l'a dit Mylène, ces formations ont été classées par domaine d'activité. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des pôles d'excellence qui proposent quand même un certain nombre de métiers en lien avec les métiers d'art. On connaît bien évidemment le lycée Cornu ou le lycée Bois-Marc, qui ont quand même une offre de formation conséquente sur ces métiers. Un petit résultat rapide sur les résultats d'examen. Donc, vous parliez, Madame Jeunesse, de l'attractivité. Donc, il peut être très différent en termes de taux de remplissage, que l'on soit au niveau CAP ou au niveau BTS. Mais non, on peut constater que quand les jeunes rentrent dans ces formations, les taux de remplissage augmentent avec le niveau de formation. Ah, Madame Lumière veut interrompre. Je suis désolée. Je me permets juste, puisque là, nous sommes sur une identification éducation nationale, tout ce qui est CAP, métier de la mode, vêtements tailleurs, vêtements flous, et sous l'égide des STI. Nous ne sommes pas métier d'art. Voilà. De même que le bac professionnel MCC, métier de la couture et de la confection existant, est un bac professionnel secteur industriel.
j'allais dire même a fortiori par rapport à celui qui était précédent, métier MMV. Et vous l'avez précisé en plus à l'instant dans vos propos, Si, Madame hein. Levert, c'est vrai. En fait, nous le mettons parce que nous avons envie qu'il soit là. Et puis, il est vrai que dans certains… Voilà. Pardon. Les métiers de la mode ne sont pas répartis dans les domaines sur les autres calques, c'est parce qu'on a beaucoup de demandes à chaque fois sur est-ce que vous faites un… Donc, ils sont juste présents dans les niveaux, mais après, ils ne sont pas répartis dans les différentes thématiques précédemment situées. Mais c'est parce qu'à chaque fois, on a des demandes là-dessus. Mais voilà. Je préfère le dire parce que dans les contenus enseignés, nous n'avons pas, par exemple, l'histoire des styles et tout le reste, comme on peut l'avoir en CAP ébénisterie, marqueterie, sculpture sur bois, etc. Donc, on n'a pas du tout le même référentiel. Hein. On n'est pas sur un référentiel métier d'art. Même si, je vous dis, sur certains établissements, je pense au lycée Victor Lépine, où le CAP tailleur, justement, de par aussi l'incarnation de l'équipe enseignante, et notamment arts appliqués, fait que là, on a une coloration métier d'art très forte. Voilà. Vous avez mis le doigt sur une de nos difficultés quant à la frontière du domaine par rapport à un métier. On s'est posé la question sur le perruquier, puisque on le voit apparaître, on aimerait le faire apparaître dans 2 domaines. Oui, parce que, voilà. Mais parce qu'il est bicéphale. Et ça n'est pas pour faire une mauvaise blague sur le perruquier. Il est bicéphale. Il est SBSSA, finalement, parce qu'il y a une approche médicale, sociale, etc. Mais aussi une approche métier d'art. D'ailleurs, vous voyez, moi, je suis en écriture en ce moment donc, du fameux BNMA technique de la couture d'exception. Et j'ai fait plusieurs réunions au sein même de l'Opéra Garnier. Hein, et où j'ai d'ailleurs fait une réunion à côté de perruquiers posticheurs qui étaient en train de travailler sur des coiffes de merveilleuses, hein, pour ceux qui aiment bien les merveilleuses. Et là, on était en plein dans les contenus métiers d'art. Mais le fait est qu'on a des diplômes qui sont bicéphales, on en a certains qui sont… Mais voilà, mais qui ne font pas partie… Bon, on n'aura pas de BNMA perruquier posticheur. Voilà, c'est compliqué. Hein, oui. Donc, Mylène et moi, nous avons fait certains partis pris, en tous les cas. Très bien. Je ne remets pas en cause, mais je préfère que les choses soient claires malgré tout. Oui, bien sûr. Là-dessus, bon. Donc, simplement pour finir sur les résultats d'examen, ils sont très satisfaisants quand on est à 93% au niveau CAP et à plus de 91% au niveau BTS. Et pareil pour le bac pro. Donc, on a un taux de réussite aux examens qui est très satisfaisant. Madame Jeunesse, donc vous le disiez, le degré de motivation, on peut le voir sur les taux de remplissage qui s'accentuent avec le niveau de certification. L'ébéniste est quand même particulier, il y a peut-être un manque de visibilité, mais son remplissage est à 100%, vous voyez. Donc, il n'est pas forcément reconnu encore sur le territoire, mais comme il constitue une niche sur les savoir-faire normands, il est très attractif. Enfin, en tous les cas, il remplit à 100%. Pareil pour le maroquinier, hein, on voit aussi que c'est un taux de remplissage très satisfaisant. Voilà en ce qui concerne les constats d'effectifs. Alors, voilà, cette carte n'est pas figée. Pour le moment, ce sont les formations qui ont lieu actuellement. Elle sera retravaillée en fonction de l'évolution, effectivement, de la création des différents BNMA. Voilà, que ce soit RS27 ou 28. Est-ce que je peux juste ajouter un tout petit point? Vous évoquiez les BTS. En métier d'art, on n'a pas de BTS. Voilà. Alors, c'est pas… C'est le niveau BTS. Voilà, exactement. Ce sont les… En fait, métier d'art, on n'a qu'un niveau valant grade licence qui est le DNMAD. J'ai une question parce que dans les gens qui nous suivent, certains accompagnent des scolaires, d'autres accompagnent des adultes. Les formations dont on parle là tout de suite sont accessibles à qui? Uniquement aux scolaires, uniquement aux reconversions, les deux en même temps, mélangés? Ce sont des formations qui sont accessibles aux scolaires, en apprentissage, et il y a une intégration de la formation continue sur ces formations-là. Voilà, les 3 voies, par exemple, à Augustin Boismar, ils sont très habitués à intégrer des formations continues sur leur diplôme. Par exemple, ce sont des adultes qui vont faire le CAP en 1 an au lieu de 2 années. Voilà. C'est une réalité largement majoritaire sur l'ensemble du territoire français. Les CAP réalisés en 1 an, les positionnements en fait sur un bloc de formation, un bloc de compétences réalisé en 1 an pour acquérir un geste métier et une culture métier. Voilà.
C'était important, je pense, de le préciser pour les gens qui nous suivent actuellement et qui accompagnent plutôt des adultes. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez autre chose à compléter par rapport à ces formations? Non, donc une Non? mise à jour, comme l'a dit Ouais. Mylène, une mise à jour tous les ans pour intégrer ces nouveautés et la création de ces nouveaux diplômes. Un grand merci. Moi, sur les formations, je voulais juste faire une aparté, mais qui a son importance pour parler de financement quand même. Oui. Je pense que ça a son importance. Effectivement, la région Normandie finance des CAP décoration en céramique, tournage en céramique, dans le cadre du qualif collectif. Et puis, il y a des financements aussi, là, qui sont plutôt des cofinancements avec France Travail, mais notamment sur du CAP orfèvre. On va revenir sur cette formation tout à l'heure. Là, il y a des financements en complément de l'AIF, hein, avec France Travail. Donc, il est possible, sur certaines voies, sur certains diplômes, d'obtenir des financements pour des reconversions dans ce secteur-là. C'était important quand même de le notifier. Si vous avez des questions sur tout ce qui vient d'être évoqué en termes de formation, vous n'hésitez pas, vous nous les posez dans le chat. Et on va passer à deux témoignages qui sont, je pense, très importants maintenant pour qu'on puisse vraiment incarner ces métiers-là. Et donc, je me tourne vers Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour, Comment ça va? Eh ça va très bien, merci. eh ben, je te prie de bien vouloir nous raconter un petit peu ton parcours parce que tu as plusieurs formations, si j'ai bien compris. Oui, j'ai fait un CAP ébénisterie en 2 ans, un brevet des métiers d'art option ébénisterie également en 2 ans, et un CAP marqueterie en 1 an et un CAP sculpture sur bois en 1 an. Et tout ça au lycée Napoléon à l'Aigle. Et actuellement, je suis en entreprise en train de travailler. Et en fait, maintenant, j'apprends la tabletterie, le tournage et de la haute joaillerie en bois. Donc, un autre univers, mais toujours très en lien avec la précision dans les métiers du bois. Donc, c'est pour ça que je regroupe plutôt métiers du bois. Mais c'est intéressant, ça veut dire que on choisit un métier, une voie, on peut faire bien d'autres choses et agrandir ses compétences et continuer à se former dans ce type de métier. Oui, oui, J'avais une question pour vous, Héloïse. Les différentes spécialisations que vous avez définies à travers vos différents diplômes, est-ce que c'était suite à des besoins d'une entreprise, d'un stage ou quelque chose? Non, d'accord, c'était quelque chose que vous vouliez acquérir. Ouais, c'était juste moi. D'accord. J'ai commencé par le CAP ébénisterie parce que je sortais de troisième et on avait du coup encore le CAP ébénisterie en 2 ans au lycée Napoléon qui n'est plus maintenant, c'est qu'en 1 an. Et j'ai voulu suivre avec le BMA pour avoir plus d'expérience. Ok. Et dès le début, je voulais de toute façon faire sculpture et marqueterie, donc j'ai suivi avec les deux. Et en statut scolaire tout le temps? Oui. D'accord, très bien, merci Héloïse. Tout enchaîné, 6 ans d'études. Et toi, quand tu as fait ce choix d'aller vers cette formation en artisanat d'art, c'était unique dans ta famille? Il y avait d'autres personnes qui étaient dans la filière? Comment ça t'est venu? Pas du tout, en fait. Enfin, je l'ai découvert qu'après, que j'avais un arrière-grand-père qui faisait de l'ébénisterie ou de la menuiserie, je ne suis même pas sûre. Mais dès petite, ma mère nous a toujours donné accès à beaucoup de matériel, on va dire, pour faire du DIY, peindre, de l'art, etc. Et donc, ma petite sœur et moi, on est beaucoup dans l'art grâce à ça. Et on est toutes les deux aussi dyslexiques, donc tout ce qui est études normales, histoire, géo, français, etc., ça a toujours été compliqué pour nous. Et donc je pense que c'est un peu pour ça qu'on s'est orienté vers l'art. Mais sinon, on est beaucoup dans l'art grâce à ça. Mais j'ai découvert les métiers du bois grâce à un ébéniste américain, enfin menuisier américain, quand j'étais en Chine, parce que ça fait que depuis 2018 que je suis en France. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était des petits ateliers privés avec ce menuisier. Et on est revenu en France pour mes études, pour que je puisse continuer dans l'ébénisterie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu une journée type, s'il y en a, de ce que tu fais en ce moment? C'est très répétitif parce qu'on fait de la petite série. Mais j'aime bien parce que ça nous permet de pouvoir maîtriser le geste et le perfectionner, de devenir plus efficace, etc.
d'apprendre à régler les machines tout seul au bout d'un moment parce que c'est à faire tous les mois. Donc, en fonction de la journée, je suis soit assise toute la journée devant des petits abrasifs à poncer des petites pièces individuellement et à vérifier les dimensions parce que c'est très précis, c'est au centième près les dimensions qu'on utilise. Soit je suis debout toute la journée devant un tour à bois en train de faire des pommeaux de canne, par exemple, pour les compagnons du devoir. Et comment tu dirais, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin, en fait, hein, pour faire ce métier-là? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Bah, ce serait plutôt de me surpasser, d'apprendre. En fait, j'aime beaucoup apprendre, ça me donne de l'expérience. Enfin, même si je fais la même chose 2 jours de suite, il va peut-être y avoir quelque chose qui change, qui fait qu'il va falloir revoir la technique, et cetera. Donc c'est toujours, même avec de la série, c'est toujours un peu différent de pièce à pièce parce que le bois, bah, c'est vivant, donc ça fait ce que ça veut parfois en fonction de la météo, par exemple. Mais ouais, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup créer aussi, et puis j'aime beaucoup transmettre en fait les métiers. Donc là, j'ai une camarade de classe qui est arrivée dans l'entreprise, donc maintenant c'est ma collègue. Et bien, c'était vachement sympa de lui apprendre ce que moi j'avais appris quelques mois avant. Et j'aime beaucoup lors de salons, d'expos, et cetera, de parler du métier aux gens, de vraiment leur montrer le savoir-faire que j'ai, la passion que j'ai derrière tous ces métiers en fait. Bah écoute, je ne sais pas si tu es déjà ambassadrice métier sur Destination Métier, mais si tu l'es pas encore, je vais t'attraper et on va ensemble remplir ton profil. On, on parlait tout à l'heure, hein, de la nécessité d'avoir une représentation et de pouvoir échanger avec des gens qui sont dans le métier. Et donc voilà, je vais en parler dans quelques instants, mais ça sert vraiment à ça, effectivement. Tu aurais un conseil, toi, pour des gens qui voudraient soit se lancer parce qu'ils sont scolaires, soit se reconvertir parce qu'ils sont un petit peu plus âgés vers des métiers comme le tien? Ouais, je dirais de faire le plus possible de portes ouvertes, de salons d'art, et cetera. Enfin, même si c'est pas dans les métiers d'art, bien sûr, de faire des expos et tout. Pas hésiter d'aller voir les professionnels des métiers qui nous intéressent parce que s'ils sont là, c'est soit pour vendre, soit pour exposer leur métier, donc en parler avec passion. Bon, forcément, après de longues journées de salon, il y en a qui sont pas forcément d'humeur, mais pas forcément hésiter à leur demander de visiter leurs ateliers si c'est possible, et des choses comme ça. Je sais que mon copain, lui, était dans une filière générale. Il a eu énormément de mal à découvrir qu'il y avait les formations du bois, en fait, qu'il y avait dans notre lycée. On était dans le même lycée, mais il ne savait pas que ça existait. Il le savait grâce à nous qui étions à l'internat avec lui, en gros. Donc, je dirais que peut-être les écoles en elles-mêmes, les lycées, les établissements, tout, organiser des journées découvertes de ce qu'il y a dans leurs propres établissements, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. En tout cas, après, sinon, pour les adultes, je sais qu'il y a la formation Greta au lycée Napoléon. Donc, moi, j'ai fait mon année de sculpture sur bois avec une dame de 63 ans. Ça donne une maturité différente dans la classe, c'est génial. Ouais, ça c'est assez spécifique, c'est assez unique, hein, j'imagine, en termes de formation, d'avoir des publics aussi mixés, aussi mélangés. Ouais. Ouais, Ben, merci beaucoup, Héloïse. de rien. Tu nous donnes presque envie de sauter le pas et d'aller se former, nous aussi, à tous ces beaux métiers. Mais Bravo pour sans, ton parcours. ouais, et sans plaisanter, je vais t'inviter effectivement à pouvoir partager d'autant plus ta passion via notre plateforme Destination Métier, hein, dont je vais parler dans un instant. On voulait aussi faire intervenir le volet organisme de formation. Christophe, est-ce que tu es avec nous? Oui, oui, je suis là. Ah, Bonjour à toutes et super. tous. Bonjour Christophe, je te laisse la parole. Merci, merci beaucoup. Oui, donc moi, ça va être une intervention et une présentation assez rapide de nouvelles formations dans les métiers d'art, évidemment. Formations qui sont apparues à l'automne 2025, donc sur le territoire de la communauté d'agglomération Seine-Heure. Donc pour ceux qui connaissent pas, cet agglo, c'est Louviers, Val-de-Reuil, Gaillon, et donc le site de formation qui a vu le jour en novembre 25, il est situé sur le territoire de la commune de Val d'Azé. Hein, donc Val d'Azé, c'est Gaillon, hein, grosso modo
pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, la genèse, c'est la communauté d'agglomération, donc président Bernard Leroy, qui déjà dans le cadre de tout ce que fait l'agglo dans le domaine des métiers d'art, voulait développer des projets, donc en lien notamment avec le Carré Saint-Cyr, pour ceux qui connaissent. Et l'idée, c'était de joindre à la fois ce qui était présenté comme un besoin du territoire, et puis en même temps la disponibilité de locaux adaptés à ce type de formation. Et donc on a réussi à faire ce lien entre donc ce que nous préconisait le Greta des métiers d'art de Paris, Greta CDMA, et puis la disponibilité du château de Tournebut. On en parle souvent de ce château de Tournebut, donc sur le territoire de Val d'Azé, qui était complètement disponible. C'était un ancien siège d'une ancienne communauté de communes, donc qui appartient maintenant à l'agglomération Seine-Nord. C'est un bel endroit, bien situé, pardon. On est près de la gare, on est près de l'échangeur d'autoroute, donc pour le coup, ça peut drainer à la fois facilement les Normands et les Franciliens. Et donc, l'idée, c'est que l'agglo nous met grosso modo à disposition le château de Tournebut. On l'a équipé en termes de plateau technique pour pouvoir démarrer deux formations. La première a démarré en novembre, l'autre a démarré en janvier 2026. Et puis l'idée, c'est de renouveler à l'identique à la rentrée scolaire 2026. On a eu aussi, c'est important de le souligner, l'aide de la région et de France Travail pour démarrer ces formations, puisque au début, évidemment, on est peu connu, donc il faut des financements. Les entreprises connaissaient encore peu. Et donc, la région a notamment beaucoup participé avec le dispositif Une formation en emploi, puis France Travail en cofinancement, avec des aides individuelles à la formation. Donc, on a démarré avec 7 candidats pour le CAP Orfèvre, option polisseur-aviveur, et puis avec 4 candidats pour le certificat de spécialisation bijoux de mode. Alors voilà, ce sont les deux formations qui ont démarré et qu'on va renouveler donc à la rentrée 2026. Donc grosso modo, ces deux formations, elles vont démarrer en octobre pour se terminer en juin, toutes les deux sur une volumétrie d'à peu près 1200 heures, réparties pour un tiers en centre de formation et 2 tiers en entreprise. Ça, c'est pour le schéma pédagogique. En termes de public, je le précise, c'est d'abord un public de formation continue ou d'alternants. C'est-à-dire que c'est pas fait pour des suites de parcours formation initiale. J'entendais tout à l'heure évoquer suite de parcours de troisième, par exemple. Bon, ça devrait rester très très marginal, puisque les financements ne permettent pas d'accueillir ce type de public, et puis deux, les entreprises qui éventuellement pourraient recruter dans le cadre de contrats d'alternance, de manière générale, sur ces métiers-là, recrutent des personnes qui sont plus âgées, parce que ce que souhaitent les entreprises, c'est une première expérience, c'est de la maturité, c'est des projets professionnels validés, parce que souvent ces formations-là pour l'entreprise, c'est un lourd investissement. Donc il faut des publics qui sont stabilisés en termes de projet. Donc je l'ai dit, SAP Orfèvre, option polisseur-aviveur. Donc c'est important de préciser l'option. Beaucoup pensent qu'on va former des orfèvres. Bon, on forme surtout des polisseurs. C'est quand même le cœur de la formation. En termes de coefficient d'épreuve, s'il fallait donner un exemple, entre l'épreuve de polissage et l'épreuve d'orfèvrerie, je crois qu'il y a un ratio de 1 à 7, il y en a une qui est coef 1 et l'autre qui est coef 7, quelque chose comme ça, je crois sous couvert de Madame Lemire. Donc pour bien démontrer le poids, des enseignements. Donc on ne forme pas des orfèvres qui vont devenir des orfèvres tels qu'on pourrait l'avoir dans notre imaginaire, mais avant tout des polisseurs. Donc polissage sur des métaux communs, métaux précieux, alliage, donc ce qui nécessite à la fois une dextérité, ce qui nécessite une connaissance de ces métaux, leurs caractéristiques physiques, et puis comment on peut les travailler, avec quel type d'outils. Donc ça, c'est le CAP. En termes de prérequis, être titulaire d'un titre ou diplôme de niveau 3, notamment pour avoir les dispenses d'épreuves d'enseignement général du CAP, évidemment une bonne dextérité manuelle, et puis être plutôt bon, ou en tout cas pas trop mauvais en dessin, et puis surtout un projet professionnel bien défini. Ça, c'est vraiment important.
Comme pour d'ailleurs le certificat de spécialité, hein, la notion de projet bien définie, elle est importante. Donc des publics de formation continue, je le disais, donc salariés ou demandeurs d'emploi, hein, avec des financements de type CPF, alternance, que ce soit contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. Et donc pour les demandeurs d'emploi, hein, c'est éligible aux aides individuelles à la formation. Pour les entreprises, une formation, un emploi ou les POU, les POU de France Travail. Sachant que les fonds publics nous ont beaucoup aidés au démarrage, l'idée c'est qu'à partir de maintenant, ce soit d'abord et en majorité des fonds privés. Donc l'idée c'est de cibler d'abord des publics qui pourraient relever des contrats d'alternance ou des comptes personnels de formation. Le certificat de spécialité bijoux de mode. Là aussi, pour préciser, hein, c'est pas de la haute joaillerie. Hein, on est sur des bijoux de fantaisie, des parures, des bijoux de couture, d'autres coutures, hein, pour des collections, donc de la création. Donc on n'est pas sur des métaux précieux, hein, donc sur des métaux non précieux. Donc là aussi, c'est important de le préciser. Donc là aussi, un projet bien arrêté, bien défini. Il faut être titulaire pour entrer sur ce CS. Il faut être titulaire d'un diplôme des métiers d'air. Hein, ça, c'est important parce que la formation, elle est courte en centre. Elle fait 420 heures dans la mouture de l'année prochaine, 420 heures en centre. Hein, donc la liste des diplômes des métiers d'art qui permettent d'entrer sur cette formation, elle est disponible sur le site de l'EN. Madame Lemierre doit, à mon avis, connaître la liste bien mieux que moi. Et je vois d'ailleurs que vous avez levé la main, donc peut-être souhaitez-vous apporter une précision? Une toute petite précision, parce Oui. qu'effectivement, donc on est sur un certificat de spécialisation de niveau 3, je ne précisais pas 4, hein, mais avec une approche plurimatériaux qui est extrêmement intéressante. Hein. Bon, je ne vais pas en faire la promotion, mais comme j'ai participé à son écriture, j'aime bien en parler. Après, c'est vrai qu'il faut avoir, être lauréat d'un CAP. Alors, métier d'art ou connexe. En fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, un titulaire d'un CAP tailleur peut y prétendre. Voilà, j'en parle parce que je suis en train, je vous le dis, d'initier ce projet sur la Guyane. Donc, vous voyez, et où on voit qu'on peut tout à fait avoir cette formation complémentaire très intéressante suite à un CAP, on va dire, métier d'art, mais aussi connexe au métier d'art. Voilà. Merci pour ces précisions. Donc en termes de timing, hein, la rentrée 26 telle que c'est prévu aujourd'hui pour les deux formations, c'est un démarrage mi-octobre. Alors donc ça veut dire que là on est en plein en ce moment dans les recrutements. Alors on a depuis cette année, depuis quelques mois en tout cas, le constat qu'on fait, contrairement à l'année dernière, c'est que cette fois-ci on a des candidats. L'année dernière c'était peu connu, donc on manquait de candidats. Donc on a des candidats en nombre a priori suffisant et qualitativement suffisant, hein, qualitativement en termes de projet, d'expérience ou de prérequis, hein, que ce soit les prérequis professionnels ou des prérequis de formation ou de projets professionnels. Par contre, là où c'est encore compliqué, hein, c'est aussi un message que je veux faire passer, ce sont les entreprises, hein, que ce soit les entreprises du territoire normand ou si on va un petit peu plus large, hein, les régions qui sont autour de nous, notamment l'Île-de-France, hein, puisque je parlais notamment de contrats de professionnalisation ou de contrat d'apprentissage, ben évidemment, il faut des employeurs derrière. Aujourd'hui, c'est encore court, donc voilà, je crois qu'il faut en parler. On en a beaucoup parlé, c'est peut-être pas suffisant. Hein. On a les entreprises traditionnelles normandes qui soit accueillent des stagiaires mais ne prennent pas d'alternants, d'autres c'est l'inverse. Hein. On les connaît peut-être pas toutes, mais en tout cas, l'idée c'est peut-être aussi de faire appel à des entreprises qui sont pas en Normandie pour arriver à avoir le nombre de candidats. On est sur des toutes petites promos. Hein. L'idée, c'est pas de faire du volume sur ces métiers-là. Hein. D'une part, parce que notre centre de formation, il n'est pas fait pour. Et puis d'autre part, on sait que les besoins économiques, hein, on n'est pas sur des grosses cohortes. Donc, dans l'idéal, hein, ce serait d'avoir une dizaine de candidats pour chacune de ces deux formations, donc une vingtaine de candidats au total. Hein, pour ces deux formations, ce serait voilà, le rythme de croisière qu'on cherche à atteindre.
Je vous avais dit que je ferais moins de 10 minutes. Je crois que et donc j'ai fait un petit peu moins. Donc voilà, s'il y a des questions, je suis à votre écoute. Et puis Madame Lemierre, sur des questions vraiment très techniques, je compte sur votre aide parce que vous en doutez, vous l'avez peut-être deviné, je ne suis pas du tout spécialiste de ces métiers, Pas de conseiller en souci. formation. Donc Pas de souci. D'ailleurs, ce CAP, quand on parlait de l'orfèvre, a fait l'objet de la rénovation. Il est passé en CPC il y a peu. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Effectivement, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser toujours dans le chat ou en levant la main. Vous allez bien sûr recevoir tout ce qui a été évoqué là. Peut-être on pourra ajouter, Christophe, un flyer ou en tout cas un visuel pour que les gens puissent garder une trace effectivement en lien avec ce que vous avez évoqué. Et puis on voulait aussi vous parler des outils qui existent par ailleurs que vous pouvez mobiliser pour mieux faire connaître la filière à vos publics. Donc évidemment, la région Normandie a publié des articles, notamment sur la filière artisanat, où il y a un certain nombre d'infos. On retrouve le site, je crois qu'il a déjà été évoqué tout à l'heure, un métier d'art en Normandie, où on a des fiches métiers, où on a vraiment beaucoup d'éléments, les entreprises aussi du territoire. Et puis on va avoir les ressources de l'agence de l'orientation, parce que c'est dans nos missions de valoriser les filières. Et donc, dans le cadre de notre plateforme Destination Métier, vous allez pouvoir retrouver des vidéos, témoignages donc d'un ébéniste, de métalliers, d'autres artisans également. On a une brochure dédiée aux filières d'excellence dans laquelle un certain nombre de paragraphes sont dédiés aux métiers d'art. J'ai mis ici le guide de l'apprentissage parce que vous l'avez compris, effectivement, il y a quand même un certain nombre de ces formations qui sont disponibles en apprentissage et donc vous allez pouvoir retrouver dans ce guide. On avait fait une publication aussi il y a quelques temps dédiée au métier de l'artisanat d'art. Donc c'est un site EDOC, c'est-à-dire que c'est une cytographie en fait. Ça va vous lister vraiment des ressources disponibles pour vous informer. Dans les autres ressources que nous avons, je voulais en mentionner deux. J'ai noté là les matinées de l'infométier. Donc ça, ce sont des programmes de webinaires. Alors pas comme celui-ci, ceux-là à destination des publics, donc destination des collèges et lycées qu'on fait chaque année. Et il y en a eu sur les métiers de l'artisanat et les métiers d'art. Et donc je vous ai mis là l'accès au replay. Comme ça, vous pourrez voir. Alors vous allez retrouver les mêmes intervenants. Je crois que Christine notamment, tu en as fait au moins un ou deux. Aurélie peut-être aussi également. En tout cas, on vous a mis là les replays. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver les informations. Et puis, j'ai évoqué tout à l'heure sur Destination Métier la possibilité de se rapprocher de professionnels du secteur. Sur notre plateforme, effectivement, vous pouvez et vos publics peuvent se connecter avec des professionnels et avec des gens en formation et leur poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un bon moyen quand on n'a pas de forum de prévu ou de salon prévu dans les semaines, les mois qui viennent. Si on a une question à poser, on peut retrouver quand même un beau panel de professionnels des métiers d'art sur la plateforme Destination Métier. Donc il faut vraiment surtout pas hésiter du tout. On a parlé des stages aussi tout à l'heure. On y retrouve des stages en immersion pour les troisièmes et pour les secondes sur cette plateforme. Donc si vous accompagnez des jeunes de troisième qui voudraient découvrir ces métiers, un grand nombre d'artisans qui sont sur la plateforme acceptent des jeunes à peu près en toute saison pour découvrir les métiers et sont même, comme Héloïse, très volontaires et ont très envie de partager leur passion. Donc n'hésitez surtout pas à solliciter ces professionnels qui se manifestent et qui sont ouverts à l'échange. Donc voilà pour très rapidement des outils. Il y en a bien sûr probablement plein d'autres. On va compléter tout ça pour vous envoyer un support le plus complet possible. Et puis je vous ai remis bien sûr une slide sur le cycle de webinaire de l'Agence de l'orientation. A priori, si vous êtes là, c'est que vous avez l'info par ailleurs et que vous êtes destinataire des mails, mais je vous ai remis quand même la programmation parce qu'on est en train de travailler sur une belle programmation à destination des pros pour la rentrée 2026-2027, toujours dans l'idée de vous outiller, de vous informer sur les filières. Moi, je voulais remercier très grandement tous les intervenants. Vous avez vu que c'était très dense. On a tenu miraculeusement le timing. Je ne sais pas comment on a fait. Un grand merci à tous et à toutes. On n'y croyait pas trop à un moment, mais si, on a réussi à le faire. Donc, un grand merci. Oui, Est-ce que je pourrais juste un petit message à Héloïse, si vous me le permettez? Bien sûr, bien Tout le monde sûr. va entendre, mais je voudrais lui renouveler mes félicitations
pour l'excellence de son travail, de son geste voilà, métier, de sa maîtrise du geste, mais aussi l'excellence de sa démarche. Voilà, parce qu'on a les deux avec Héloïse. Il y a la maîtrise du geste, mais aussi l'excellence de la démarche artistique, créative, et plus que cela d'ailleurs, je pense. Voilà. Donc, belle aventure à vous, Héloïse. Et on sait que voilà, vous étiez aussi dans un établissement où l'excellence est aussi présente et incarnée notamment par les enseignants de cet établissement, voilà, que l'on doit saluer aussi ici aujourd'hui. Oui. Ouais, les enseignants nous suivent très très bien et bon, j'ai quand même eu des soucis sur les années où j'ai été là-bas parce que j'ai été là-bas 6 ans quand même, donc il y a forcément des profs qui sont en arrêt maladie, etc. parfois, mais tous les profs sont des amours, c'est des pépites. Tous les profs, et oui, on a d'ailleurs des professeurs artisans d'art, voire meilleurs ouvriers de France, enfin voilà, qui cumulent aussi les compétences, hein, voilà. Et même juste des passionnés à fond, et ils nous encouragent à faire des concours, etc. Exactement. C'est comme ça que voilà, gagner. Voilà. En profiter. Merci. Ben, merci Nathalie. Effectivement, c'est une filière de passion et de transmission et je pense que ça transparaissait pendant ce webinaire. Donc un grand merci à tous. Et surtout, si vous avez des questions pour nos intervenants qui ne vous seraient pas venus là tout de suite ou parce que vous n'osez pas les poser, vous me les envoyez. Vous avez tous mes coordonnées et je les transmettrai bien évidemment à tous les intervenants. Un grand merci à tous. Merci Alexandra. Merci à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.